Dans les collines ondoyantes du Kentucky, là où la brume matinale s'accroche encore aux prairies oubliées, se dressent les ruines délabrées de ce qui fut autrefois Pleasant Hill, une communauté Shaker qui disparut du jour au lendemain en 1834. Plus de 300 âmes se sont tout simplement volatilisées sans laisser de traces, ne laissant derrière elles que des bâtiments vides et un silence si profond que les habitants refusent encore de fouler ces terres après la tombée de la nuit. Depuis près de 2 siècles, l'État du Kentucky a maintenu les archives officielles sous scellés, enfouies dans des fonds que bien peu osent consulter. Mais des témoignages récemment découverts, émanant d'un inspecteur de l'Ohio en visite à l'époque, révèlent une vérité si horrifiante qu'elle remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les communautés religieuses américaines. Ce qui s'est passé à Pleasant Hill n'était pas seulement une tragédie. C'était 27 années de terreur systématique déguisée en dévotion sacrée. Avant de révéler la sombre vérité que les autorités ont tenté de dissimuler avec tant d'acharnement, je dois vous demander quelque chose. Cette chaîne ne s'adresse pas à tout le monde, seulement à ceux qui ont le courage d'affronter les recoins les plus sombres de l'histoire américaine. Si vous faites partie de ces rares personnes en quête de vérité cachée, abonnez-vous et dites-moi en commentaire de quel état vous nous écoutez. Revenons maintenant dans le passé pour découvrir comment la cupidité d'une famille a transformé une communauté sacrée en quelque chose de bien plus sinistre. Ce qui avait commencé en 1807 comme un phare de pureté spirituelle allait devenir l'un des secrets les mieux dissimulés du Kentucky, orchestré par une famille dont la corruption était plus profonde que quiconque aurait pu l'imaginer. L'année était 1807, et le second grand réveil religieux balayait le Kentucky comme une traînée de poudre. Dans ce climat de ferveur spirituelle, Pleasant Hill émergea comme un refuge pour ceux qui cherchaient à vivre selon les principes Shakers, le célibat, la propriété collective et la séparation d'avec la corruption du monde. La communauté, nichée dans la fertile région du Bluegrass, près de Harrodsburg, attira des centaines de convertis qui renoncèrent volontairement à leurs biens terrestres en échange de la promesse d'une perfection spirituelle. Au cœur de cette communauté apparemment dévote se trouvait la famille Richardson, dont l'influence imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne. L'ancien Samuel Richardson, un homme grand aux yeux gris perçants et à la voix capable de commander n'importe quelle assemblée, était arrivé de l'Ohio, en affirmant avoir été ordonné directement par les disciples originels de Mère Ann Lee. Son apparence soigneusement entretenue, toujours vêtu d'un habit Shaker simple mais impeccable, et sa connaissance encyclopédique de la théologie Shaker convainquirent même les visiteurs les plus sceptiques de son authenticité. Son épouse, sœur Martha Richardson, avait publiquement renoncé à leur mariage afin de respecter le célibat Shaker, tout en poursuivant secrètement leur relation dans l'intimité des appartements agrandis de Samuel. Martha possédait une capacité presque surnaturelle à lire les motivations et les peurs des individus, une aptitude qu'elle utilisait avec un effet dévastateur pour gérer la dynamique sociale complexe de la communauté. Sa voix douce et son sourire bienveillant dissimulaient une intelligence calculatrice que ses rivaux trouvaient à la fois intimidante et irrésistible. Leur réseau familial s'étendait à travers la communauté comme les racines d'un chêne ancien. Leur fils aîné, frère Ezekiel Richardson, un homme robuste doté de la même présence autoritaire que son père, dirigeait les vastes opérations agricoles de la communauté. Il transforma l'agriculture de subsistance de Pleasant Hill en une entreprise commerciale fournissant les marchés de toute la vallée de l'Ohio. Son frère cadet, frère Caleb Richardson, faisait office de chef officieux de la sécurité, surveillant les conversations privées et la correspondance des membres avec une efficacité qui aurait impressionné n'importe quel service de renseignement moderne. Sœur Rebecca Richardson, la fille aînée de Samuel et Martha, supervisait les dortoirs féminins et l'accueil des nouvelles converties. À 28 ans, elle n'avait jamais été mariée et avait canalisé ce que les observateurs décrivaient comme de féroces instincts maternels dans la gestion des femmes de la communauté. Sa capacité à démanteler les défenses psychologiques et à reconstruire les personnalités selon les spécifications de la famille Richardson était légendaire parmi ceux qui avaient survécu à ces séances de conseils spirituels. La plus jeune fille Richardson, sœur Patience, tenait les registres officiels et la correspondance de la communauté. Malgré ses 24 ans seulement, elle possédait un talent exceptionnel pour la contrefaçon, capable d'imiter n'importe quelle écriture après quelques jours d'études.
Sa tenue méticuleuse des archives créait une façade documentaire qui protégeait les opérations de la famille de tout examen extérieur. Le frère de Samuel, frère Jeremiah Richardson, contrôlait les ateliers de menuiserie très lucratifs de la communauté. Maître artisan ayant appris son métier avant que la corruption familiale ne commence, Jeremiah maintenait des standards de qualité qui rendèrent le mobilier de Pleasant Hill recherché dans tout le Kentucky et au-delà. Ces ateliers employaient près de 50 membres dans ce qui semblait être un travail artisanal digne, mais qui fonctionnait en réalité comme une forme de travail forcé. Le cousin de Samuel, frère Isaiah Richardson, dirigeait une entreprise de semences extrêmement rentable, approvisionnant des fermes dans 3 États. Ses déplacements mensuels auprès de clients lointains offraient une couverture idéale à des activités qui auraient horrifié ses partenaires commerciaux. Son comportement doux et son expertise agricole évidente le rendirent bienvenu dans des exploitations de l'Ohio, au Tennessee, où ses véritables objectifs restaient soigneusement dissimulés. La sœur de Martha, sœur Hannah Collins, supervisait les cuisines et la distribution de nourriture. Son contrôle de la nutrition permettait à la famille de récompenser l'obéissance et de punir la dissidence d'une manière qui paraissait naturelle aux observateurs extérieurs. Hannah avait étudié les effets de diverses herbes et substances, un savoir qu'elle appliquait avec une précision scientifique pour gérer la santé psychologique et physique de la communauté. Même la famille élargie jouait des rôles cruciaux. La mère âgée de Samuel, mère Sarah Richardson, servait de symbole vivant de la prétendue authenticité spirituelle de la communauté. Sa présence renforçait les affirmations de Samuel quant à ses liens anciens avec les Shakers, tandis que sa fragilité apparente la rendait peu suspecte. En réalité, Mère Sarah était le cerveau stratégique de la famille, guidant leur planification à long terme grâce à des décennies d'expérience en manipulation. Frère Nathan Richardson, le plus jeune frère de Samuel, gérait les relations extérieures avec les autorités locales et les communautés voisines. Son charme et sa sincérité apparente avaient convaincu le shérif William Morrison du comté de Mercer que Pleasant Hill était une communauté religieuse exemplaire, digne de protection et de soutien. Ses dons réguliers aux églises et organisations civiques locales achetaient une bienveillance précieuse lorsque des questions surgissaient concernant les activités de la communauté. La réputation de Pleasant Hill se répandit dans tout le Kentucky et au-delà. Les visiteurs s'émerveillaient devant les bâtiments impeccables construits grâce au profit légitime des entreprises communautaires. Les jardins parfaitement ordonnés, entretenus par des membres travaillant de l'aube au crépuscule, produisaient légumes et herbes destinés à la fois à la consommation interne et aux marchés commerciaux. Le contentement apparent des près de 400 membres impressionnait même les observateurs sceptiques, qui ne percevaient aucun signe évident de coercition ou d'abus. Ce que les étrangers ne pouvaient pas voir, c'était le réseau complexe de surveillance et de contrôle que la famille Richardson avait tissé à Pleasant Hill. Chaque aspect de la vie communautaire passait par des membres de la famille, qui rendaient compte directement à Samuel et Martha lors de leurs réunions stratégiques nocturnes. Aucune décision, aussi insignifiante soit-elle, ne se prenait sans l'approbation des Richardson. Aucun membre ne pouvait quitter le domaine sans escorte familiale, et même de brefs déplacements vers Harrodsburg nécessitaient des justifications détaillées et une supervision étroite. La famille avait créé ce que les psychologues modernes reconnaîtraient comme un environnement totalitaire parfait. L'information ne circulait que du sommet vers la base, tandis que la surveillance garantissait que toute dissidence était rapidement identifiée et neutralisée. L'isolement de la communauté, à la fois géographique et psychologique, rendait la résistance non seulement vaine, mais impensable pour la plupart des membres. Les nouveaux convertis subissaient un processus d'endoctrinement soigneusement conçu, destiné à effacer leurs identités précédentes et à reconstruire leur personnalité selon les exigences des Richardson. Ce processus, supervisé principalement par Rebecca et Martha Richardson, durait généralement 6 mois. À son terme, les nouveaux membres étaient psychologiquement transformés en fidèles dociles, pour qui remettre en question l'autorité de la famille revenait à remettre en question Dieu lui-même. La routine quotidienne renforçait ce contrôle à chaque instant. Les membres se levaient à 4h30 au son de la cloche du frère Caleb, prenaient le petit déjeuner préparé sous la supervision d'Hannah Collins, puis passèrent leurs journées à des tâches assignées avec soin afin d'empêcher toute conversation privée ou pensée indépendante. Les offices du soir, dirigés par Samuel Richardson avec le soutien de divers membres de la famille,
mêlaient de véritables éléments spirituels à une manipulation psychologique subtile, renforçant la dépendance et décourageant toute réflexion critique. La première fissure dans la façade parfaite de Pleasant Hill apparut lors d'un matin glacial de février 1812, lorsque le frère Thomas Whitman, un marchand prospère ayant donné l'intégralité de son patrimoine à la communauté 5 ans plus tôt, commença à poser des questions embarrassantes sur les finances de la communauté lors d'une réunion publique. Le frère Thomas était arrivé à Pleasant Hill en 1807 comme l'un des tout premiers et des plus généreux convertis de la communauté. Veuf dans la cinquantaine, ayant perdu ses enfants lors d'une épidémie de choléra, il avait trouvé du réconfort dans la promesse shaker d'une famille spirituelle et d'un but éternel. Le don de son commerce florissant de produits secs, ainsi que d'importantes propriétés foncières, avait fourni une grande partie du capital qui permit à la famille Richardson d'établir ses opérations à une telle échelle. Pendant 5 ans, Thomas fut le membre modèle de la communauté. Il travailla sans relâche dans les exploitations agricoles dirigées par le frère Ézéchiel, servi de mentor aux nouveaux convertis et ne remit jamais en question les décisions de la direction. Sa transformation, d'homme d'affaires prospère en humble frère shaker, impressionna les visiteurs et renforça la réputation d'authenticité spirituelle de la communauté. Mais son passé dans les affaires le rendait particulièrement apte à remarquer des anomalies qui échappaient aux autres membres. Son œil exercé pour les détails financiers, combiné à l'accès à certains registres opérationnels grâce à son travail agricole, mit progressivement en lumière des incohérences qui troublèrent sa conscience. Les bénéfices du commerce de semences annoncés par le frère Isaiah ne correspondèrent pas au montant que Thomas avait observé lors de ses visites dans les fermes clientes. Les revenus des ateliers de menuiserie semblaient impossiblement élevés au regard du nombre de pièces qu'ils voyaient réellement produites. Plus troublant encore, le nombre officiel de membres de la communauté ne concordait pas avec les registres de consommation de nourriture et de fournitures qu'ils tenaient. Lors de la réunion communautaire mensuelle, Thomas se leva, ses mains marquées par le travail tenant plusieurs pages de calculs soigneusement établis. « Frères et sœurs, dit-il, j'ai prié à propos de certaines préoccupations qui pèsent lourdement sur mon cœur. Notre communauté bénie a prospéré au-delà de toute mesure. Pourtant, je vois dans nos registres des contradictions qui troublent mon âme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans la salle comble, les membres de la famille Richardson échangèrent des regards qui ne durèrent que quelques secondes, mais qui en disaient long. Le visage de Samuel Richardson resta serein, les mains paisiblement jointes sur ses genoux. Ceux qui le connaissaient bien remarquèrent toutefois un léger durcissement autour de ses yeux. Le sourire doux de sœur Martha ne vacilla pas, mais ses jointures blanchirent, tandis qu'elle serrait son livre de prière avec une pression croissante. « Le commerce de semences », poursuivit Thomas, sa voix gagnant en assurance. Le frère Isaiah a déclaré des bénéfices de $800 provenant des clients de l'Ohio le trimestre dernier. Pourtant, lorsque j'ai livré des fournitures à ces mêmes fermes, j'ai calculé des ventes qui auraient dû générer près de $1 200. Où est passé cet argent manquant? Le frère Caleb Richardson se leva de son siège près de la porte, prétendument pour vérifier la température de la pièce, mais son déplacement le plaça entre Thomas et la sortie. Les yeux de sœur Rebecca ne quittèrent jamais le visage de Thomas, enregistrant chaque expression et chaque geste pour une analyse ultérieure. Dans la salle, d'autres membres de la famille Richardson ajustèrent subtilement leur position, créant un réseau de surveillance et de contrôle presque imperceptible. De plus, poursuivit Thomas, apparemment inconscient du danger dans lequel il s'aventurait, nos registres indiquent 400 âmes, mais notre consommation alimentaire suggère que nous n'en nourrissons guère plus de 250. Les ateliers de menuiserie du frère Jeremiah prétendent employer 50 membres, mais je n'en compte que 37 qui s'y présentent régulièrement. Ces chiffres ne concordent pas. Et en tant qu'intendant des bienfaits de Dieu, ne devrions-nous pas exiger une comptabilité rigoureuse? La réponse ne vint pas de Samuel, mais de mère Sarah Richardson, dont la voix âgée porta une autorité surprenante à travers la salle silencieuse. « Frère Thomas, dit-elle d'un ton mêlant douce, correction et avertissement sans équivoque, vos préoccupations révèlent un cœur encore attaché à des pensées mondaines. Dans notre communauté bénie, nous faisons confiance à nos dirigeants, guidés par la sagesse divine, pour gérer toutes les affaires temporelles dans notre intérêt spirituel. Peut-être avez-vous besoin d'un temps de prière et de réflexion pour surmonter ces doutes qui troublent votre foi. » Samuel Richardson acquiesça gravement,
son expression rayonnant d'une inquiétude paternelle pour un enfant égaré. « Frère Thomas, votre dévouement au bien-être de notre communauté me touche profondément. Mais peut-être votre esprit est-il obscurci par les souvenirs de votre ancienne vie mondaine? Sœur Anna, pourriez-vous préparer au frère Thomas un peu de votre tisane spéciale à la camomille? Je crois qu'il a besoin de repos et de réflexion pour dissiper ses pensées troublantes. » La réunion se poursuivit encore 1 heure, mais les questions de Thomas Wittmann avaient profondément modifié l'atmosphère. Les autres membres évitaient désormais son regard, trouvant soudain des raisons urgentes d'examiner leurs livres de prière ou d'ajuster leurs vêtements. Les réponses de la famille Richardson au point suivant de l'ordre du jour étaient empreintes d'une tension nouvelle. Ce soir-là, Thomas fut retrouvé mort dans son lit du dortoir par sœur Rebecca, qui découvrit le corps lors de son inspection nocturne habituelle des quartiers des hommes. Son annonce en larmes à la communauté rassemblée décrivit une transition paisible. Le frère Thomas s'est éteint doucement dans son sommeil, appelé auprès du Seigneur après avoir confessé son péché de doute durant les prières du soir. Ses dernières paroles furent des excuses pour avoir laissé des préoccupations mondaines obscurcir sa vision spirituelle. La communauté accepta cette explication avec la foi résignée qu'on lui avait inculquée. Après tout, remettre en question la version des dirigeants revenait à remettre en cause la volonté de Dieu. Les funérailles du frère Thomas, le lendemain, devinrent une leçon sur les dangers de laisser des préoccupations matérielles interférer avec la soumission spirituelle. Mais une jeune sœur, Mary Caldwell, chargée de nettoyer les dortoirs chaque matin, remarqua des détails qui la hantaient pendant des décennies. En entrant dans la chambre de Thomas pour la préparer au nettoyage, elle fut frappée par une odeur d'amande amère persistante, malgré le fait que les fenêtres soient restées ouvertes toute la nuit. Les ongles de Thomas avaient pris une teinte bleuâtre distincte qu'elle n'avait jamais observée sur aucun cadavre, pas même celui de son propre grand-père, mort paisiblement chez lui. Plus troublante encore, elle découvrit des traces de mousse blanche autour de la bouche de Thomas, que sœur Rebecca avait soigneusement essuyée avant d'appeler à l'aide. Mary observa avec une horreur croissante le frère Caleb Richardson rassembler tous les effets personnels de Thomas, y compris les calculs financiers à l'origine de la crise. Ces documents, ainsi que les livres de comptes et la correspondance de Thomas, furent brûlés ce soir-là même dans la cheminée commune, lors de ce que Samuel Richardson décrivit comme une cérémonie de purification destinée à débarrasser l'espace sacré de tout attachement mondain. La réaction de la communauté révéla à quel point les Richardson contrôlaient totalement la circulation de l'information et les réponses émotionnelles. En quelques heures à peine après la mort de Thomas, sœur Martha animait déjà des cercles de prière où les membres confessaient leurs propres doutes et pensées mondaines, créant un climat où remettre en question l'autorité devenait synonyme d'échec spirituel. Le frère Ézéchiel organisa des équipes de travail intensifs qui occupaient les membres potentiellement critiques de l'aube au crépuscule, ne laissant aucun temps pour des conversations privées ou une réflexion indépendante. Le frère Jeremiah dirigea des discussions du soir sur les dangers de contester l'autorité spirituelle, utilisant Thomas comme exemple de ce qui arrive lorsque la foi vacille et que les préoccupations terrestres corrompent les cœurs purs. Ces sessions, devenues un élément régulier de la vie communautaire, servaient à la fois à prévenir toute dissidence future et à identifier les membres dont les réactions laissaient supposer des doutes similaires. L'aspect le plus glaçant de la réaction de la communauté fut la rapidité avec laquelle la mémoire de Thomas Wittmann fut systématiquement effacée. Ses effets personnels furent redistribués en quelques jours, ses tâches confiées à d'autres membres et son nom supprimé des registres communautaires, à l'exception d'un bref avis de décès en l'espace d'1 mois. C'était comme si le frère Thomas n'avait jamais existé. Ses questions furent oubliées, ses inquiétudes balayées comme les divagations d'un esprit corrompu par des attachements mondains. Dans les mois qui suivirent la mort de Thomas Wittmann, un schéma commença à émerger, un schéma qui se poursuivrait pendant plus de 20 ans, devenant à chaque fois plus sophistiqué et plus impitoyable. Les membres qui posèrent des questions insistantes sur les finances exprimaient le désir de rendre visite à leur famille à l'extérieur ou montrèrent des signes de vouloir quitter Pleasant Hill, commencèrent à vivre ce que les Richardson appelaient des crises spirituelles, nécessitant une intervention spéciale. Le frère Jeremiah Richardson développa alors ce qui devint connu sous le nom de système de retraite pour gérer la dissidence. Lorsqu'une personne remettait en question les pratiques de la communauté ou manifestait des signes d'indépendance,
Elle était affectée à des retraites spéciales de prière et de jeûne, dans des cabanes isolées disséminées sur les vastes terres de la communauté. Ces retraites, toujours supervisées par divers membres de la famille Richardson, étaient représentées comme des occasions offertes aux âmes troublées de se reconnecter au dessein divin par la solitude et la méditation. Les cabanes de retraite construites sous la direction du frère Jeremiah, dans des recoins reculés des milliers d'hectares de la communauté, étaient conçues pour paraître rustiques et spirituelles, tout en remplissant leur véritable fonction, celle de lieu de détention. Chaque cabane ne contenait qu'une seule pièce, équipée d'un mobilier rudimentaire, de lourds volets en bois pouvant être verrouillés de l'extérieur, et de portes qui ne se fermaient que depuis l'extérieur. L'isolement de ces cabanes, reliées à la communauté principale uniquement par d'étroits sentiers traversant une forêt dense, garantissait que les sons provenant de l'intérieur n'atteindraient jamais les autres membres. Le frère Caleb Richardson gérait la logistique de l'identification des candidats aux retraites. Son réseau d'informateurs disséminés dans toute la communauté rapportait les conversations privées, observait les relations et surveillait la correspondance à la recherche de signes de déloyauté ou de pensée indépendante. Ces méthodes étaient si subtiles que la plupart des membres ne réalisaient jamais qu'ils étaient surveillés, attribuant leurs rencontres fréquentes avec Caleb au hasard, plutôt qu'à une surveillance systématique. Le processus de sélection pour les retraites suivait des critères soigneusement élaborés. Les nouveaux convertis qui posaient trop de questions sur des membres de leur famille absents figuraient parmi les principales cibles, tout comme les membres de longue date montrant des signes de potentiel de leadership susceptibles de menacer l'autorité des Richardson. Les membres manifestant un attachement excessif aux biens qu'ils avaient redonnés, exprimant de la nostalgie lors des réunions communautaires ou nouant des amitiés étroites pouvant permettre une résistance organisée, se retrouvaient eux aussi sélectionnés pour une intervention spirituelle. Sœur Hannah Collins gérait la correspondance de la communauté avec une sophistication remarquable, veillant à ce que les familles inquiètes reçoivent des lettres soigneusement rédigées expliquant les disparitions soudaines ou les décès de leurs proches. Son écriture était irréprochable, et elle avait étudié le style graphique de chaque membre avec une précision quasi scientifique, ce qui lui permettait de produire des lettres finales convaincantes, capables de satisfaire des parents éloignés pendant des années. L'opération de falsification de Hannah exigeait une préparation et une planification minutieuses. Elle tenait des dossiers détaillés sur chaque membre, comprenant des échantillons d'écriture, des informations sur les parents éloignés et des éléments de leur vie avant la conversion. Lorsqu'une personne était choisie pour être éliminée, Hannah préparait plusieurs lettres envoyées sur plusieurs mois, créant l'illusion d'une correspondance continue expliquant progressivement l'absence. Des parents en Ohio recevèrent des lettres émouvantes d'enfants qu'ils ne reverraient jamais, décrivant des révélations spirituelles, les appelant à un travail missionnaire dans des territoires occidentaux sauvages. Des frères et sœurs en Pennsylvanie recevèrent des récits détaillés de morts paisibles après de brèves maladies, accompagnés de descriptions de dernières paroles et de cérémonies funéraires qui n'avaient jamais eu lieu. Ces lettres étaient de véritables chefs-d'œuvre de manipulation émotionnelle, conçus pour apporter un sentiment de clôture tout en décourageant toute enquête ultérieure. L'entreprise de semences du frère Isaiah Richardson fournissait une couverture idéale pour la disparition des preuves et le maintien des relations extérieures de la communauté. Ces voyages mensuels vers des fermes éloignées offraient l'occasion d'enterrer des corps dans des lieux isolés du Kentucky, de l'Ohio et du Tennessee, tout en menant simultanément des activités commerciales légitimes, renforçant sa réputation de marchand fiable et de frère shaker dévoué. Les itinéraires d'Isaiah étaient soigneusement planifiés pour remplir plusieurs objectifs. Ses clients légitimes lui fournissaient des alibis pour sa présence dans des régions éloignées, tandis que sa connaissance approfondie des propriétés rurales, acquises au fil des années, lui permettait d'identifier des sites d'inhumation qui ne seraient jamais découverts. Il entretenait des relations avec des fermiers isolés qui accueillaient volontiers ses visites et ne remettait jamais en question ses demandes occasionnelles de passer la nuit sur leurs terres lors de mauvais temps. Le processus de disparition était méthodique et efficace. Les corps étaient transportés dans des chariots à semences spécialement modifiés, qui semblaient contenir des fournitures agricoles ordinaires, mais comportaient des compartiments dissimulés destinés à leur macabre cargaison. La réputation de ponctualité et de fiabilité d'Isaiah faisait que ses absences nocturnes n'éveillaient jamais les soupçons des clients,
qui supposait simplement qu'ils respectaient un emploi du temps exigeant. Lorsque les autorités locales s'enquéraient occasionnellement de personnes disparues, on leur présentait les registres impeccables tenus par Sir Patience Richardson. Son système de documentation était un chef-d'œuvre de tromperie bureaucratique, démontrant à l'aide de documents soigneusement rédigés que les individus avaient quitté la communauté volontairement pour d'autres établissements ou étaient morts de causes naturelles, avec une inhumation appropriée dans le cimetière communautaire. La tenue des registres de patience allait bien au-delà de simples listes de membres. Elle conservait des dossiers médicaux détaillés, capables d'expliquer des décès soudains par des causes naturelles, des documents de voyage appuyant les récits de départ vers des communautés éloignées, ainsi que des archives de correspondance comprenant à la fois de vraies lettres et les faux écrits de Hannah. Ses talents d'organisation garantissaient que toute enquête officielle pouvait recevoir une réponse convaincante, résistant à un examen superficiel. Le contrôle psychologique exercé par la famille Richardson était peut-être encore plus glaçant que ces crimes physiques. Ils avaient créé un système fermé dans lequel remettre en question l'autorité équivalait à un échec spirituel, où l'obéissance aveugle était la plus haute vertu, et où les membres surveillaient et régulaient les pensées et comportements des autres. Les membres restants n'étaient pas seulement des victimes, ils avaient été transformés en complices involontaires de leur propre oppression. La population de la communauté restait stable autour de 400 membres, malgré l'arrivée constante de nouveaux convertis chaque mois et les disparitions mystérieuses de plus en plus fréquentes. Cette stabilité était maintenue par ce que le frère Caleb appelait en privé une sélection naturelle, l'élimination systématique de toute personne représentant une menace pour le contrôle familial, compensée par un recrutement agressif de nouveaux convertis dont les dons de biens finançaient l'expansion des opérations. Les nouveaux arrivants étaient soigneusement évalués par les femmes Richardson, qui avaient développé des méthodes sophistiquées pour identifier les fauteurs de troubles potentiels avant qu'ils ne puissent influencer les autres membres. Les entretiens d'accueil menés par sœur Rebecca, sous couvert de conseils spirituels, servaient en réalité à analyser le profil psychologique de chaque converti, ses liens familiaux et sa valeur potentielle pour la communauté. Ceux jugés dangereux étaient marqués pour une élimination précoce, tandis que les convertis jugés précieux subissaient un endoctrinement intensif, destiné à effacer leurs identités antérieures. Le processus d'endoctrinement, affiné au fil des années, combinait de véritables éléments spirituels à des abus psychologiques systématiques, créant des liens traumatiques entre les victimes et leurs bourreaux. Les nouveaux convertis étaient isolés du monde extérieur et soumis à des alternances d'attention intense et de négligence délibérée, brisant leur défense psychologique et les rendant désespérément dépendants de l'approbation des dirigeants communautaires. En 1825, Pleasant Hill fonctionnait comme une machine d'exploitation parfaitement huilée. Ses différentes composantes travaillaient ensemble avec une précision mécanique qui aurait impressionné n'importe quel expert en efficacité. La famille Richardson avait perfectionné ses méthodes au cours de 18 années de pratique, transformant ce qui avait commencé comme des crimes opportunistes en une entreprise criminelle sophistiquée, générant d'énormes profits, tout en conservant une réputation publique irréprochable. La répartition des rôles au sein de la famille avait évolué vers une structure organisationnelle complexe, maximisant l'efficacité tout en minimisant les risques. Samuel Richardson conservait son rôle de chef spirituel et de visage public de la communauté, prononçant des sermons inspirants, attirant régulièrement de nouveaux convertis et maintenant les membres existants concentrés sur les récompenses célestes plutôt que sur les préoccupations terrestres. Sa présence charismatique était devenue légendaire dans les communautés religieuses du Kentucky, des ministres d'autres confessions citant fréquemment Pleasant Hill comme un exemple de vie chrétienne réussie. Martha Richardson avait développé ce qui s'apparentait à une véritable science de la manipulation psychologique, étudiant chaque membre avec l'intensité d'un naturaliste observant des spécimens. Ses méthodes pour briser les résistances individuelles et reconstruire les personnalités selon les exigences familiales étaient devenues si raffinées que le processus ne prenait généralement plus que 3 à 4 mois. Elle tenait des profils psychologiques détaillés sur chaque membre, régulièrement mis à jour grâce aux observations de son réseau de parentes et d'informatrices. L'expansion de la communauté avait permis des opérations criminelles plus sophistiquées, générant de multiples sources de revenus.
Les exploitations agricoles du frère Ezekiel Richardson approvisionnaient désormais les marchés de Louisville, Lexington et Cincinnati, générant d'énormes profits qui n'apparaissaient jamais dans les registres présentés aux membres. Sa main-d'œuvre composée de membres non rémunérés, maintenus par la coercition psychologique plutôt que par la contrainte physique, supprimait les coûts de travail et rendait les fermes de Pleasant Hill incroyablement rentables comparées aux exploitations traditionnelles. Les ateliers de menuiserie du frère Jeremiah Richardson s'étaient eux aussi considérablement développés, produisant des meubles vendus dans toute la vallée de l'Ohio et commercialisés comme de l'authentique artisanat shaker. La qualité demeurait élevée, car Jeremiah maîtrisait réellement le travail du bois, mais la main-d'œuvre relevait en réalité de l'esclavage déguisé en dévotion religieuse. Les ouvriers travaillaient entre 12 et 14 heures par jour à fabriquer des meubles vendus à prix fort, tandis que les profits affluaient exclusivement vers les comptes privés de la famille Richardson. L'évolution la plus pernicieuse fut la manière dont la famille commença à vendre des membres de la communauté à des acheteurs exploitant des plantations et des installations industrielles dans tout le Sud et le Midwest. Cette opération de traite humaine, coordonnée principalement par le frère Isaiah lors de ses déplacements pour le commerce de semences, offrait les marges bénéficiaires les plus élevées de toutes les entreprises familiales, tout en expliquant les disparitions mystérieuses qui auraient autrement pu attirer une attention indésirable. Le processus de sélection des victimes suivait des critères froidement calculés. Les membres plus jeunes, dotés de compétences précieuses, mais présentant des tendances dangereusement indépendantes, étaient des candidats idéaux, tout comme ceux dont les liens familiaux rendèrent la présence continue à Pleasant Hill potentiellement problématique. Les acheteurs, convaincus d'acquérir des serviteurs sous contrat plutôt que des citoyens libres, payaient des sommes importantes pour des travailleurs accompagnés de documents falsifiés attestant de leur servitude volontaire. Sœur Rebecca Richardson était devenue la spécialiste familiale du conditionnement des nouveaux convertis et de l'identification de ceux destinés à des sorts différents. Son processus d'évaluation psychologique, dissimulé sous l'apparence d'un accompagnement spirituel, lui permettait de classer les nouveaux arrivants en plusieurs catégories. Des ressources précieuses à long terme destinées à rester à Pleasant Hill, des victimes potentielles de la traite humaine vendable avec profit, et des individus jugés dangereux nécessitant une élimination immédiate. Les méthodes de Rebecca combinaient un encadrement spirituel authentique à des abus systématiques, créant de puissants liens traumatiques entre les victimes et leurs bourreaux. Elle avait étudié les expériences de conversion des communautés Shakers légitimes, puis avait détourné ces techniques au service des objectifs criminels de la famille. Ces séances rendaient les convertis psychologiquement dépendants de son approbation, tout en effaçant leurs anciennes identités et relations. L'isolement de la communauté était devenu à la fois géographique et psychologique. Les membres vivaient dans un environnement informationnel fermé, où la famille Richardson contrôlait chaque source de savoir et chaque interprétation. Installés sur des milliers d'hectares de terre contrôlés par la famille, les membres rencontraient rarement des étrangers, sauf lors de visites soigneusement encadrées dans les villes voisines. Même ces sorties étaient supervisées par des membres de la famille Richardson, qui surveillaient toutes les interactions et rapportaient toute conversation suggérant une déloyauté. La famille avait cultivé des relations étendues avec les autorités locales, leur assurant une protection contre tout examen officiel. Le shérif William Morrison du comté de Mercer était devenu, en pratique, un allié rémunéré, recevant des dons réguliers pour ses campagnes et sur ses comptes personnels, en échange de sa conviction que Pleasant Hill était une communauté religieuse modèle, méritant protection plutôt qu'investigation. Ces relations s'étendaient à l'ensemble des structures de pouvoir régionales. L'offensive de charme du frère Nathan Richardson avait gagné des alliés parmi les commerçants locaux, les responsables politiques et les dirigeants religieux, qui considéraient Pleasant Hill comme un atout économique et spirituel pour leur communauté. Les activités commerciales légitimes de la communauté générèrent des recettes fiscales substantielles et des opportunités économiques, rendant les autorités locales réticentes à enquêter sur des rumeurs ou des plaintes. Les mécanismes de contrôle psychologique avaient évolué pour inclure des rituels et cérémonies élaborés, renforçant la dépendance des membres tout en identifiant les dissidents potentiels. Les offices dirigés par Samuel Richardson combinaient des éléments shakers authentiques à une manipulation psychologique subtile, créant des états de conscience altérés dans lesquels toute pensée critique
devenait impossible. Ces services duraient souvent des heures, laissant les participants émotionnellement épuisés et psychologiquement vulnérables à la suggestion. Les séances de confession du soir, menées par différents membres de la famille Richardson, remplissaient de multiples fonctions au-delà de l'orientation spirituelle. Elles permettaient d'identifier les membres nourrissant des doutes ou des ressentiments, exerçaient une pression publique à la conformité par la honte et la culpabilité, et offraient à la famille des informations sur des conversations privées et des relations susceptibles de menacer leur contrôle. Le processus de confession était devenu de plus en plus sophistiqué, chaque membre de la famille se spécialisant dans l'extraction de types d'informations spécifiques. Sœur Rebecca se concentrait sur les relations affectives pouvant permettre une résistance, tandis que le frère Caleb s'intéressait aux préoccupations pratiques, telles que les projets de fuite ou les contacts avec les autorités extérieures. Sœur Hannah surveillait les confessions afin d'identifier des proches extérieurs à la communauté susceptibles de poser problème s'ils commençaient à poser des questions. Mère Sarah Richardson, malgré sa fragilité apparente, s'était imposée comme le cerveau stratégique de la famille. Ses décennies d'expérience en manipulation guidaient la planification à long terme. Sa capacité à paraître inoffensive tout en orchestrant des opérations criminelles complexes était devenue légendaire au sein même de la famille, qui la surnommait en privé le général, en reconnaissance de son génie tactique. L'influence de Sarah s'étendait à tous les aspects de l'opération, depuis la sélection de nouveaux territoires d'expansion jusqu'au développement de nouvelles techniques de contrôle psychologique. Sa compréhension profonde de la nature humaine, acquise au fil de 70 années d'observation et de manipulation, lui permettait d'anticiper les réactions individuelles face à différentes pressions et récompenses. Sa vision stratégique avait transformé l'entreprise criminelle familiale, passant du vol opportuniste à un modèle économique durable, pouvant, en théorie, se perpétuer indéfiniment. L'expansion de leurs activités avait exigé des méthodes de sécurité de plus en plus sophistiquées afin de prévenir toute exposition. La famille avait développé des systèmes de communication élaborés permettant la coordination entre leurs diverses entreprises tout en minimisant les risques d'interception. Ils utilisaient un langage codé dans leur correspondance, maintenaient des comptes financiers séparés pour chaque activité et créaient de fausses identités utilisables en cas de fuite rapide. Le début de la fin du règne de terreur de 27 ans de la famille Richardson vint d'une source inattendue. Leur propre succès attira l'attention de la direction Shaker légitime de l'Ohio. À la fin de l'année 1833, l'Union des communautés Shakers de l'Ohio décida d'envoyer l'ancien Joseph Mecum, l'un de ses dirigeants les plus expérimentés et respectés, pour évaluer Pleasant Hill en vue d'une éventuelle inclusion dans leur alliance officielle de colonies Shakers authentifiées. L'ancien Mecum n'était pas le visiteur typique auquel les Richardson étaient habitués. Véritable disciple des enseignements de Mère Anne Lee, il avait passé 40 ans dans des communautés Shakers de New York, de l'Ohio et de Pennsylvanie. Il possédait une connaissance intime des pratiques Shakers authentiques, de la tenue des registres et de la structure communautaire, ce qui le rendait presque impossible à tromper. Sa mission consistait à vérifier que Pleasant Hill respectait réellement les principes Shakers authentiques, avant de recommander sa reconnaissance officielle et son inclusion dans les processus décisionnels collectifs de l'Union. La demande d'évaluation faisait suite à des années de rapports élogieux sur les réalisations spirituelles et le succès économique de Pleasant Hill. Les dirigeants de l'Ohio avaient été impressionnés par les récits de la croissance de la communauté, sa réputation pour la qualité de son artisanat et son apparente réussite à maintenir le célibat et la propriété collective pendant plus de 2 décennies. La décision d'envoyer Mecum représentait à la fois un honneur et une menace potentiellement dévastatrice pour la façade soigneusement construite par la famille Richardson. Samuel Richardson accueillit d'abord l'évaluation avec un enthousiasme apparent, convaincu que la façade méticuleusement élaborée par sa famille tromperait un nouveau dirigeant religieux. Après tout, ils avaient réussi à duper des centaines de visiteurs au fil des années, y compris des ministres d'autres confessions repartis persuadés de l'authenticité spirituelle de Pleasant Hill. L'expérience acquise par la famille dans la gestion des inspections leur donnait confiance dans leur capacité à contrôler le processus et à manipuler les conclusions de Mecum. Mais les premières exigences de Mecum firent immédiatement retentir des signaux d'alarme dans tout le réseau Richardson. Contrairement aux visiteurs précédents, satisfaits de visites guidées et de démonstrations soigneusement mises en scène de la vie communautaire,
Mechum souhaitait examiner les registres financiers depuis la fondation de la communauté en 1807. Il exigea de s'entretenir en privé avec des membres choisis au hasard, sans supervision ni préparation de la famille Richardson. Plus inquiétant encore, il apporta ses propres registres comptables et s'attendait à rapprocher les chiffres de membres déclarés de Pleasant Hill avec les registres de consommation, la production de travail et les journaux de correspondance. L'ampleur de l'enquête de Mechum devint évidente lors de sa première rencontre avec Samuel Richardson. Elle se déroula dans la grande salle de réunion de la communauté devant un auditoire composé des membres les plus anciens. « Frère Samuel », déclara Mechum d'une voix calme mais empreinte d'autorité, l'Union de l'Ohio a mis en place des procédures standardisées pour évaluer les communautés candidates à l'adhésion. Nous devrons examiner vos registres de membres, vos documents financiers, vos archives de correspondance et vos registres d'inhumation pour les 5 dernières années. Nous devrons également mener des entretiens privés avec au moins 50 membres, sélectionnés par tirage au sort. La réponse de Samuel révéla la première fissure dans son sang-froid habituellement impeccable. « Ancien Mechum, nous sommes honorés par votre visite et impatients de démontrer notre fidélité aux enseignements de Mère Anne. Cependant, notre tenue des registres suit des usages propres au Kentucky qui peuvent différer des normes de l'Ohio. Peut-être pourrions-nous envisager une évaluation plus informelle, mieux adaptée à nos circonstances particulières. » L'expression de Mechum demeura aimable mais ferme. « Je comprends vos considérations régionales, frère Samuel, mais les normes de l'Union s'appliquent de manière égale à toutes les communautés, quel que soit leur emplacement. Les pratiques shakers authentiques sont universelles et ne varient pas selon les régions. Nous commencerons demain matin par les registres de membres et les registres d'inhumation. » Ce soir-là, la famille Richardson tint une réunion d'urgence dans les appartements privés de Samuel. Les voix étaient basses, mais la panique aurait été évidente pour quiconque aurait pu écouter. Mère Sarah Richardson, malgré sa fragilité apparente, prit la direction de la réunion stratégique avec l'autorité de quelqu'un habitué à gérer les crises. « Cet homme sait des choses que nous ne pouvons pas falsifier », murmura-t-elle avec urgence. « Il demande des documents que nous ne pouvons fournir sans tout révéler. Nous devons retarder, détourner son attention et, si nécessaire, éliminer la menace avant qu'il n'achève son enquête. » Le frère Isaiah Richardson fut le premier à exprimer l'ampleur de leur vulnérabilité. Ils demandent des registres remontant à 5 ans, mais nos problèmes sont bien plus anciens. Les chiffres des membres à eux seuls vont nous trahir. Nos livres indiquent 400 membres, mais nous n'en avons peut-être que 250 qui vivent réellement ici. Les registres d'inhumation sont encore pires. Nous avons des tombes pour des personnes censées être parties dans d'autres communautés. Sœur Anna Collins ajouta une dimension encore plus inquiétante à leur situation. Il a déjà repéré des incohérences dans la correspondance que j'entretiens avec les autres communautés. Il connaît des conventions d'écriture shaker que je n'ai jamais apprises. Et il pose des questions sur les enseignements de Mère Anne auxquels nos gens ne peuvent pas répondre, parce qu'ils n'ont jamais été correctement instruits. Les premières tentatives de la famille pour retarder et détourner l'enquête de Mechum ne firent qu'accroître ses soupçons et renforcer sa détermination à découvrir la vérité. Lorsqu'ils affirmèrent que certains registres étaient conservés dans un bâtiment endommagé par de récentes tempêtes, il fit remarquer qu'aucun édifice ne montrait de traces de dégâts météorologiques. Lorsqu'ils proposèrent d'interroger certains membres précis pouvant attester des pratiques communautaires, il insista pour choisir lui-même les personnes interrogées, par tirage au sort, à partir d'une liste complète des membres. Le réseau de surveillance du frère Caleb Richardson, si efficace pour contrôler les membres de la communauté, se révéla inutile face à un enquêteur qui comprenait l'importance de la sécurité opérationnelle. Mechum variait ses routines, menait des entretiens dans différents lieux et semblait posséder une intuition aiguë lui permettant de sentir lorsqu'il était observé. Ses questions lors des entretiens révélaient une connaissance si approfondie des pratiques shakers authentiques qu'il devenait impossible de maintenir les mensonges. Plus dangereusement encore, certains membres survivants de la communauté commencèrent à réagir à la présence spirituelle sincère de Mechum d'une manière qui terrifiait la famille Richardson. Sœur Mary Caldwell, qui avait été témoin de la mort suspecte du frère Thomas Whitman plus de 20 ans auparavant, se sentit attirée par l'authenticité évidente de Mechum et commença à partager ses observations longtemps refoulées concernant les membres qui avaient mystérieusement disparu. L'impact psychologique de la présence de Mechum sur les membres de la communauté fut immédiat et profond.
Pour la première fois depuis des décennies, il se trouvait face à quelqu'un dont l'autorité spirituelle ne reposait ni sur la peur, ni sur la manipulation, ni sur l'abus psychologique. Ses questions bienveillantes sur leurs expériences, sa connaissance manifeste des pratiques Shakers authentiques et son souci sincère de leur bien-être spirituel créèrent une atmosphère où des doutes et des souvenirs enfouis depuis longtemps commencèrent à refaire surface. Le frère Jeremiah Richardson, dont les ateliers de menuiserie fournissaient des revenus essentiels aux opérations familiales, vit ses ouvriers devenir de plus en plus improductifs, passant du temps à discuter avec Mechum des techniques traditionnelles de l'artisanat shaker qu'ils n'avaient jamais apprises. Ces conversations mirent en lumière des lacunes flagrantes dans leur formation, révélant qu'ils ne recevaient pas d'instructions authentiques. Le système de dortoir étroitement contrôlé par sœur Rebecca Richardson commença également à se fissurer, lorsque les femmes commencèrent à poser des questions sur des pratiques shakers, dont elles n'avaient jamais entendu parler avant l'arrivée de Mechum. Son autorité, absolue pendant tant d'années, parut soudain contestable face à l'authenticité évidente du savoir spirituel et à la douceur du visiteur. L'enquête prit un tournant décisif lorsque Mechum demanda l'accès au cimetière de la communauté pour organiser un service commémoratif privé en l'honneur des membres décédés. La famille Richardson ne pouvait refuser une demande aussi raisonnable sans éveiller les soupçons, mais elle ne pouvait pas non plus lui permettre d'examiner les lieux de trop près sans risquer de révéler leurs crimes. Le frère Caleb se proposa pour accompagner Mechum au cimetière, espérant contrôler ce qu'il observerait et limiter le temps passé parmi les tombes. Mais l'œil exercé de Mechum remarqua immédiatement des incohérences qui avaient échappé aux observateurs occasionnels pendant des décennies. Les schémas d'inhumation ne correspondaient pas aux dates de décès consignées dans les registres officiels, et l'état des pierres tombales suggérait un nombre d'enterrements bien supérieur à celui que les décès documentés pouvaient expliquer. « Frère Caleb » dit Mechum calmement alors qu'il se tenait parmi les pierres tombales. « J'ai remarqué certaines irrégularités dans vos registres funéraires. Cette pierre indique que le frère William est mort en 1829. Mais vos archives de correspondance contiennent des lettres de lui datées de 1830. Comment expliquez-vous cette divergence ?» La réponse de Caleb révéla le désespoir qui commençait à gagner toute la famille. « Ancien Mechum, il s'agit peut-être d'une erreur de tenue des registres. Notre sœur Patience gère des archives très complètes, mais même le plus consciencieux des archivistes peut se tromper lorsqu'il s'agit de tant de membres sur une période aussi longue. » L'expression de Mechum resta pensive, mais sceptique. « Je comprends que la tenue des registres puisse être complexe, mais les communautés Shakers maintiennent traditionnellement une documentation extrêmement précise des décès et des départs. Les incohérences que j'observe suggèrent des problèmes systémiques plutôt que des erreurs ponctuelles. » Cette nuit-là, Mechum fit une découverte qui révéla toute l'ampleur des crimes de la famille Richardson et mit fin à leur règne de terreur de 27 ans. Dans la nuit du 15 mars 1834, incapable de dormir en raison des soupçons croissants nés des contradictions découvertes au cours de 3 semaines d'enquête, l'ancien Mechum décida d'examiner le cimetière de la communauté à la lumière de la lune. Il espérait comparer les registres d'inhumation aux tombes réelles sans la supervision de la famille Richardson. Ce qu'il découvrit fut un cimetière racontant 2 histoires totalement différentes. Le cimetière officiel, entretenu pour les visiteurs et les inspections, comptait environ 40 tombes munies de pierres tombales appropriées, datées de 1807 à 1834. Les monuments étaient bien réalisés, manifestement coûteux, et disposés en rangées ordonnées, suggérant une planification et un entretien attentif. Mais l'œil exercé de Mechum, affûté par des décennies de gestion de communautés Shakers authentiques, remarqua des anomalies dans le sol lui-même, révélant une réalité bien plus sinistre. De nombreuses zones du cimetière présentaient de légères dépressions et des variations de couleur de la terre, suggérant un nombre bien plus élevé d'inhumations que ne l'indiquaient les pierres tombales. La terre de ces sections non marquées avait été remuée puis laissée se tasser, formant des affaissements à peine perceptibles pour un observateur ordinaire, mais évidents pour quelqu'un qui comprenait l'évolution des terrains funéraires au fil du temps. La végétation confirmait également la vérité. Certaines zones présentaient une croissance végétale différente, indiquant un sol fréquemment perturbé, puis remplacé. Plus glaçante encore. En examinant de plus près les tombes datées, Mechum réalisa que nombre de dates de décès correspondaient exactement
à sa liste de membres censés avoir quitté Pleasant Hill pour fonder de nouvelles communautés ou rendre visite à des parents éloignés. La chronologie était impossible. Comment quelqu'un pouvait-il mourir et être enterré à Pleasant Hill le même jour où il était officiellement déclaré parti pour l'Ohio ou le Tennessee? L'examen systématique de chaque pierre tombale révéla un schéma de tromperie si élaboré qu'il témoignait d'années de planification minutieuse. Des membres supposément morts de causes naturelles étaient enterrés à côté de ceux qui auraient prétendument quitté la communauté pour un travail missionnaire dans des territoires lointains. Les dates formaient une chronique d'élimination systématique, coïncidant parfaitement avec les moments où la communauté faisait face à un risque d'exposition ou à une résistance interne. L'enquête de Meshum fut interrompue par Sir Mary Caldwell, qui observait depuis la fenêtre de son dortoir et reconnut l'occasion de révéler enfin la vérité qu'elle portait depuis plus de 20 ans. Se déplaçant silencieusement dans l'obscurité, elle s'approcha du cimetière avec le courage désespéré de quelqu'un qui savait que c'était peut-être sa seule chance de dévoiler les horreurs dont elle avait été témoin. « Ancien Mecum » murmura-t-elle avec urgence, en s'approchant de sa silhouette éclairée par la lanterne parmi les pierres tombales. « Dieu vous a envoyé pour révéler la vérité que nous étions trop terrifiés pour dire. Ce que vous voyez ici n'est qu'une infime partie de ce que la famille Richardson a fait à cette communauté. » Dans une conversation tenue à voix basse parmi les tombes silencieuses, Mary révéla l'horrible vérité qu'elle avait gardée dans un silence terrifié pendant des décennies. « Je les ai vus enterrer des gens au milieu de la nuit, » dit-elle, la voix tremblante de terreur contenue et de soulagement longtemps attendu. La famille Richardson ne se contente pas de contrôler cette communauté. Elle assassine systématiquement quiconque menace son pouvoir ou remet en question son autorité. Le témoignage de Mary, livré en chuchotement brisé alors qu'il se tenait accroupi entre les pierres tombales pour éviter d'être repéré, dressait le tableau d'une élimination systématique, allant bien au-delà de meurtres occasionnels, destinés à maintenir le contrôle. La famille Richardson avait créé ce qui ressemblait à un véritable camp de la mort déguisé en communauté religieuse, où les membres qui questionnèrent les finances exprimaient le mal du pays, montraient un potentiel de leadership ou en savaient simplement trop sur les activités familiales, étaient méthodiquement éliminés. Sœur Anna Collins garde des poisons dans les réserves de la cuisine, révéla Mary, ces mots se précipitant avec l'urgence de quelqu'un qui pouvait enfin dire la vérité après des années de silence imposé. Je l'ai vu préparer des repas spéciaux pour des personnes qui posaient trop de questions. Le frère Thomas Whitman n'a pas été le premier. Il a juste été la première fois où j'ai eu le courage de vraiment regarder ce qui se passait. L'ampleur du réseau criminel familial devint évidente à mesure que Mary poursuivait sa confession désespérée. Le frère Caleb Richardson sait quels membres prévoient de partir avant même qu'ils n'en parlent à qui que ce soit. Il lit leurs lettres privées et écoute aux portes des dortoirs. Il a une liste de personnes qu'il appelle « des problèmes », et elles disparaissent quelques jours après avoir été identifiées. Et le frère Jeremiah, continua-t-elle, en jetant des regards nerveux vers les bâtiments principaux pour s'assurer qu'ils n'étaient pas observés. C'est lui qui se débarrasse des corps. Il a des sites d'inhumation partout dans le Kentucky, des endroits où il enterre des gens lors de ses tournées de livraison de meubles. Je l'ai vu charger des chariots couverts la nuit, et je l'ai vu revenir avec des chariots vides et de la terre sous les ongles. La révélation la plus terrifiante concernait l'ampleur des activités familiales au-delà du simple meurtre. Mary décrivit un réseau de traite humaine qui vendait les membres les plus jeunes et les plus robustes de la communauté à des propriétaires de plantations et à des installations industrielles, sous le statut de serviteurs sous contrat. Ils ne tuent pas tout le monde, expliqua-t-elle. Les jeunes, les forts, ils les vendent. L'entreprise de semences du frère Isaiah n'est qu'une couverture. En réalité, il livre des personnes à des acheteurs dans tout le sud. Mechum comprit alors que Pleasant Hill n'était pas une communauté shaker corrompue. C'était une entreprise criminelle qui n'avait probablement jamais été authentiquement shaker. La connaissance qu'avait Mary des débuts de la communauté révéla que la famille Richardson avait très probablement assassiné les véritables dirigeants shakers qui avaient fondé l'établissement avant d'usurper leur identité pour hériter d'une communauté déjà formée de fidèles confiants et obéissants. Le véritable ancien Samuel est mort en 1808, murmura Mary, seulement 1 an après la fondation de la communauté. J'étais encore une enfant, mais je me souviens qu'il était différent, plus doux, plus soucieux de notre bien-être spirituel que des profits et du contrôle. L'homme qui se fait appeler Samuel Richardson aujourd'hui est quelqu'un d'autre.
Les implications des révélations de Mary frappèrent Meshum avec une force dévastatrice. Non seulement la famille Richardson commettait des meurtres de masse depuis plus de 25 ans, mais elle l'avait fait en détruisant systématiquement la véritable communauté Shaker, établie à l'origine à Pleasant Hill. Elle avait perverti une quête spirituelle sincère pour en faire un outil d'exploitation et de meurtre, utilisant les aspirations religieuses les plus profondes des individus comme des armes contre eux. À l'approche de l'aube, Meshum fut confronté à un choix terrible qui déterminerait le sort des quelques 250 membres encore en vie. S'il confrontait directement la famille Richardson avec ce qu'il savait, il deviendrait presque certainement leur prochaine victime, et sa mort éliminerait le seul témoin extérieur de leur crime. Mais s'il quittait Pleasant Hill pour chercher de l'aide à l'extérieur, la famille pourrait éliminer tous les témoins restants avant que les autorités n'interviennent. Le poids des près de 300 vies déjà perdues et des 250 âmes encore prisonnières de ce cauchemar pesait sur lui tandis qu'il s'agenouillait parmi les tombes silencieuses. Mary Caldwell attendait à ses côtés, son destin désormais lié à ses décisions. Autour d'eux, le cimetière gardait ses secrets dans l'obscurité précédant l'aube, témoin de décennies de meurtres systématiques déguisés en dévotion religieuse. La décision de Meshum déterminerait si le règne de terreur de la famille Richardson se poursuivrait, ou si la justice finirait enfin par atteindre Pleasant Hill après 27 années d'horreur soigneusement dissimulées. La décision de l'ancien Meshum de fuir Pleasant Hill aux premières heures du 16 mars 1834, emmenant Mary Caldwell avec lui comme témoin, déclencha la série d'événements qui conduisirent finalement à la justice pour les victimes de la famille Richardson. Ils chevauchèrent toute la nuit jusqu'à Harrodsburg, où Meshum convainquit le shérif Morrison et un marshal fédéral d'organiser immédiatement une descente dans la communauté. Muni du témoignage détaillé de Mary et de la documentation des nombreuses incohérences découvertes par Meshum, l'intervention fédérale se révéla cruciale, car il apparut par la suite que le shérif Morrison recevait des paiements réguliers de la famille Richardson en échange de son aveuglement volontaire. Le marshal fédéral, le capitaine James Crawford, arriva avec un détachement de 12 hommes et une autorité légale primant sur la juridiction locale, garantissant que la famille Richardson ne pourrait pas utiliser son réseau de fonctionnaires corrompus pour échapper à la justice. Ce que les autorités découvrirent lors de leur retour à Pleasant Hill constitue encore aujourd'hui l'un des chapitres les plus troublants des archives judiciaires du Kentucky. La famille Richardson, consciente que son exposition était inévitable, avait pris la décision désespérée d'éliminer tous les témoins et de s'enfuir avec tout ce qu'elle pouvait emporter de richesses portables. Sur les 250 membres encore en vie lorsque Meshum était arrivé 3 semaines plus tôt, seuls 37 furent retrouvés vivants au début de la descente. Les survivants, découverts enfermés dans des salles de stockage souterraines sous les bâtiments principaux de la communauté, livrèrent des récits révélant l'ampleur réelle des crimes de la famille Richardson sur près de 3 décennies. Ils avaient été enfermés sans nourriture ni eau pendant 2 jours, tandis que la famille débattait de l'opportunité de tous les tuer ou de sélectionner les plus précieux pour les vendre à des acheteurs lointains avant de fuir définitivement le Kentucky. Ces survivants, choisis pour leur jeunesse et leur capacité physique plutôt que par compassion, représentèrent la preuve la plus accablante des opérations de traite humaine de la famille. Plusieurs avaient déjà été désignés pour être vendus à des propriétaires de plantations du Mississippi et de l'Alabama, avec des arrangements de transport finalisés et les paiements déjà reçus. Leurs témoignages révélèrent une opération systématique ayant vendu des centaines de membres de la communauté à l'esclavage, tout en maintenant la façade de départ volontaire pour des missions religieuses. Les preuves matérielles découvertes lors de la descente confirmaient chaque détail horrifiant des récits des survivants. Des sites d'inhumation dissimulés furent découverts sur l'ensemble des vastes terres de la communauté, contenant des restes présentant des signes d'empoisonnement, de strangulation et de traumatisme par coups violents. Les sites funéraires étaient méthodiquement organisés, avec des cartes détaillées retrouvées dans l'atelier du frère Jeremiah Richardson, indiquant l'emplacement de chaque tombe secrète. Les équipes de recherche découvrirent plus de 150 tombes anonymes disséminées sur les milliers d'hectares de la communauté, dont beaucoup contenaient plusieurs corps enterrés durant les mêmes périodes. L'état des restes, combiné aux objets retrouvés dans les tombes, confirma que la famille Richardson assassinait systématiquement des membres de la communauté depuis au moins l'année 1812. À mesure que les meurtres s'accéléraient dramatiquement ces dernières années, à mesure que la famille Richardson
gagnaient en confiance dans l'efficacité de ces méthodes, les enquêteurs découvrirent, dans leurs appartements privés, des registres détaillés documentant leurs opérations de traite humaine avec la précision d'une entreprise commerciale parfaitement légitime. Ces documents incluaient les noms des acheteurs, les prix payés pour chaque membre de la communauté, ainsi que des descriptions détaillées de la marchandise vendue. L'opération de traite avait généré plus de 40 000 $ de profit au cours de la dernière décennie, dépassant largement les revenus issus de leurs activités commerciales légitimes. Mais la découverte la plus glaçante fut peut-être le journal personnel de Martha Richardson, qui révéla les techniques psychologiques développées par la famille pour maintenir le contrôle sur leurs victimes. Rédigé sur une période de 15 ans, ce journal documentait des expérimentations systématiques en manipulation humaine d'un niveau de sophistication et de cruauté qui aurait impressionné des psychologues modernes. Les écrits de Martha ne montraient aucun remords pour les centaines de vies détruites par les activités de sa famille. Ils contenaient au contraire des observations cliniques sur les méthodes les plus efficaces selon les types de personnalités, des analyses détaillées des moyens de briser la résistance psychologique, ainsi que des plans stratégiques pour étendre leurs opérations à d'autres États. Ces entrées révélaient une femme qui considérait les êtres humains comme des ressources à exploiter, plutôt que comme des âmes dignes de respect et de compassion. Le journal contenait également des profils psychologiques détaillés de chaque membre de la communauté, régulièrement mis à jour à partir des observations de son réseau de parentes et d'informatrices. Ces profils incluaient des évaluations de la valeur de chaque personne en tant que travailleur, de son potentiel de résistance, de son utilité comme stock reproductif pour de futures générations de travailleurs et de son adéquation à différents types d'exploitation. Le sort de la famille Richardson fut rapide et sans appel, bien que leur procès ait révélé des détails qui choquèrent même des responsables des forces de l'ordre aguerris. Samuel, Martha et leurs 6 enfants adultes furent arrêtés et inculpés de multiples chefs d'accusation, dont meurtre, enlèvement, fraude et traite humaine. Le procès, qui se déroula à Francfort durant l'été 1834, attira l'attention nationale. Des journaux de tout le pays couvrirent l'ampleur sans précédent de leurs crimes. Les témoignages présentés dressèrent le portrait d'un mal systématique qui bouleversa la compréhension contemporaine de la cruauté humaine. Témoin après témoin, on décrivit des décennies de tortures psychologiques, de violences physiques et de meurtres méthodiques exécutés avec l'efficacité d'une entreprise industrielle. Les preuves étaient si accablantes que le jury ne mit que 2 heures à rendre des verdicts de culpabilité sur l'ensemble des charges. Les 7 membres de la famille Richardson furent condamnés à mort et exécutés en octobre 1834, devant des foules comprenant de nombreux anciens membres de la communauté qui avaient réussi à s'échapper ou avaient été vendus comme esclaves des années auparavant. Ces exécutions apportèrent un certain sentiment de justice aux victimes, mais elles ne purent rendre les vies volées ni guérir les traumatismes qui marqueraient les survivants pour le reste de leur existence. Les 37 survivants durent faire face à la tâche écrasante de reconstruire leur vie après des décennies d'abus psychologiques et physiques qui avaient effacé leur identité et leur lien avec le monde extérieur. Beaucoup souffrirent de ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un syndrome de stress post-traumatique sévère, incapables de faire confiance aux communautés religieuses, aux figures d'autorité ou même à leur propre jugement sur les intentions d'autrui. Certains survivants ne se remirent jamais de leur expérience à Pleasant Hill. Les abus psychologiques systématiques qu'ils avaient endurés les laissèrent incapables de fonctionner de manière autonome dans la société. Ils passèrent le reste de leur vie dans des institutions publiques, hantés par les souvenirs des horreurs vécues et des amis perdus sous la brutalité méthodique de la famille Richardson. D'autres trouvèrent la force de reconstruire leur existence grâce à l'aide de véritables communautés religieuses qui leur offrirent un soutien psychologique et une assistance concrète. L'Union des communautés Shakers de l'Ohio, dirigée par l'ancien Maycomb, créa un fonds spécial pour aider les survivants de Pleasant Hill à réintégrer une vie normale, en leur fournissant un soutien financier, une formation professionnelle et des services de conseil qui permirent à beaucoup de retrouver un certain apaisement et une stabilité relative. L'État du Kentucky scella discrètement la plupart des dossiers de l'enquête sur Pleasant Hill, craignant que la divulgation complète des faits ne nuise à la réputation de la région et ne décourage l'implantation de communautés religieuses dans le Bluegrass. Les bâtiments de la communauté furent finalement démolis sous supervision étatique.
et les terres vendues à des agriculteurs privés à qui l'on dit simplement que l'ancienne communauté religieuse s'était dissoute à la suite de difficultés financières. Le secret entourant l'affaire fit que de nombreux détails ne furent jamais rendus publics, laissant place à des rumeurs et à des spéculations à la place de récits factuels sur ce qui s'était réellement passé à Pleasant Hill. Cette obscurité délibérée servait les intérêts de l'État en empêchant des crimes imitateurs et en protégeant la réputation du Kentucky. Mais elle signifiait aussi que les histoires des victimes ne furent jamais pleinement racontées et que leur souffrance ne fut jamais reconnue à sa juste mesure. Les historiens modernes, ayant obtenu un accès partiel aux archives scellées, estiment que la famille Richardson a assassiné ou vendu en esclavage plus de 400 personnes au cours de ses 27 années d'activité. Le chiffre réel pourrait être encore plus élevé, car leur comptabilité se concentrait sur les profits plutôt que sur une documentation exhaustive des crimes, et de nombreuses victimes ont peut-être été éliminées sans qu'aucune trace de leur existence à Pleasant Hill ne subsiste. Cette histoire nous montre à quel point la foi religieuse peut être facilement instrumentalisée par ceux qui comprennent la psychologie du contrôle et de la manipulation. La famille Richardson a réussi pendant près de 3 décennies parce qu'elle exploitait les aspirations spirituelles les plus profondes des individus, transformant le désir de connexion divine en un outil d'oppression et de meurtre. Leur succès reposait sur l'isolement total imposé à leurs victimes, les coupant de tout soutien extérieur et rendant la résistance non seulement difficile, mais inimaginable. La tragédie de Pleasant Hill nous rappelle que le mal se déguise souvent en vertu, utilisant le langage de la spiritualité et de la communauté pour masquer les formes d'exploitation les plus brutales. La capacité de la famille Richardson à maintenir sa façade pendant tant d'années démontre l'importance de préserver des liens entre les communautés religieuses et la société au sens large, afin que l'isolement ne devienne jamais si complet que les abus puissent prospérer sans être détectés. Qu'en penses-tu? Crois-tu que tout a été révélé, ou pourrait-il exister des secrets encore plus sombres enfouis dans les archives scellées du Kentucky? La décision de l'État de maintenir la plupart des dossiers classifiés suggère que l'ampleur réelle des crimes de la famille Richardson ne sera peut-être jamais pleinement comprise. Laisse un commentaire ci-dessous et partage tes théories sur les horreurs qui pourraient encore se cacher dans ces dossiers interdits. Si cette histoire t'a plu et que tu veux découvrir d'autres récits d'horreur comme celui-ci, abonne-toi, active la cloche de notification et partage avec quelqu'un qui aime les mystères. À très bientôt pour la prochaine vidéo.